Chers amis, bonsoir. Avant de laisser la parole à mon invité ce soir, Didier Ezac, qui nous vient avec une BD remarquable, J'ai arrêté Otto Abetz, l'ambassadeur d'Hitler en France, publié aux Presses de la Cité en symbiose avec le ministère des Armées. Je voudrais vous faire part de quelques informations concernant les activités de la mémoire. Alors, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, se tiendra au mémorial de Drancy, le 8 mars, à 16 h, une rencontre en hommage à Paulette Sarcey, résistante, avec la participation de Tanguy Perron et Karen Tayeb. Pour toute information et réservation, 01 53 01 17 26. Sous l'égide de l'Association des familles et amis du convoi 73, se tiendra un pèlerinage d'une journée à Auschwitz le dimanche 22 mars prochain. La participation des enfants en dessous de 15 ans est fortement déconseillée. Alors si ce voyage vous intéresse, pour tout renseignement, joignez le 01 53 01 17 99. Le 5 mars à 19 h, sous l'égide de l'Institut Elie Wiesel, couplé avec l'université, se tiendra le premier cours que j'aurai l'honneur de dispenser, intitulé « L'épopée des Klarsfeld, un combat éthique ». Et ensuite, le cours reprendra les 12, 16 et 19 mars prochains. Alors, pour s'inscrire, il faut joindre l'Institut Elie Wiesel sur le net. Et de cette façon-là, vous aurez le lien pour suivre ce cours donc en Zoom. Voilà, je reviens à mon invité ce soir, donc Didier Ezac. Alors, c'est en 2012 que vous-même, donc ex-officier, on peut dire, vous avez découvert le Stolperstein, comme on dit, le pavé du souvenir de votre arrière-grand-père, devant son dernier domicile à Berlin, avant sa déportation donc en 1942, et c'était à Theresienstadt. Oui. Et on peut dire que ce fut là le début de la quête sur les traces des vôtres, et en particulier de Joachim, il faut le saluer, votre arrière-grand-père, qui arrêta Otto Abetz, l'ambassadeur du Reich en France, et qui contribua, c'est pas rien, à retrouver le trésor nazi du Werwolf. Alors, on se souvient que cette enquête avait débouché sur un ouvrage qui avait été édité en 2012, où on avait l'occasion de se rencontrer, et bien sûr, aujourd'hui, à la bande dessinée actuelle, préfacée par l'historien Laurent Douzou, avec le concours de Maxime Germain et Athéna Jomini. Alors, c'est quand même une histoire qui est, on peut dire, un peu neuve, puisque si on veut parler de Joachim Ezac, avec un nom qui a changé au fur et à mesure, il faut le savoir, on peut parler d'un héros méconnu. Avant de faire toute la lumière sur le grand-père, est-ce qu'on peut dire quelques mots sur vous, sur votre propre parcours, de manière à ce qu'on se connaisse mieux encore? J'ai parlé de votre... vous avez fait une carrière dans l'armée, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, j'ai d'abord vécu un peu en Suisse. Et, à un moment donné où il y avait des votations pour mettre les étrangers à la porte, donc j'ai quitté la Suisse, fait mon service militaire. Et donc, voilà, de simple soldat devenu sous-officier, je suis resté dans l'armée. Je suis devenu officier d'administration de l'armement, et en finissant officier principal, donc l'équivalent de commandant, en travaillant dans les arsenaux de l'État d'armement terrestre, où j'ai, après, en changeant mon statut et en devenant civil, gravi les échelons dans une entreprise qui vend des produits pour l'Ukraine maintenant, et où j'ai fini directeur financier d'une branche européenne. Voilà. Alors, ma question, parce que c'est quand même extraordinaire, je voudrais saluer le combat que vous avez mené, parce qu'en fait, on appelle ça en hébreu un tikkun, c'est-à-dire une réparation. Pour moi, je le dis tout de suite, c'est un acte pur de mémoire, c'est-à-dire rendre hommage à un aîné pour faire valoir son héroïsme, ce n'est pas rien. Mais dans la famille, papa, maman, les grands-parents, vous les avez peu connus, bien sûr. Exactement, puisque mon grand-père est décédé 8 mois après ma naissance. C'est ça. Voilà, naissance que je vais fêter demain, 26 février. C'est ça, oui. Donc, il est décédé en 54. En 54, c'est ça. Exactement. Et ce qui était l'année de ma naissance, mais également
l'année de la grâce accordée à Abetz par Oui. le président Coty. Et ça, il l'a appris. Et il l'a fatalement appris, Et puisque c'est- la grâce, mais c'était bien le 16 sûr. avril Mais 54. attendez, c'est incroyable cette histoire. C'est que c'est le président Coty à ce moment-là qui va en fait l'amnistier d'une certaine manière. Oui, qui va Et gracier votre Abetz. grand-père, il apprend ça, je pense qu'il en a été meurtri, quoi. Vraisemblablement, donc il est décédé, alors il avait... Peu de temps après. il est décédé le 24 octobre Oui. 1954. Voilà. Mais alors, ma question, Didier, c'est que dans la famille, avant que vous mettiez enquête sur les traces des vôtres, est-ce qu'on vous avait parlé de tout ça? Non. Ah, du tout. Du tout. Votre père, par exemple, il était prêt. Enfin, il n'a pas parlé avec vous de ça. Non, Non. jamais. Je savais, il m'avait dit que Joachim, donc son papa, Oui. avait arrêté Otto Abetz, Oui. mais on sentait qu'il y avait des choses, quand j'étais jeune, qu'il ne fallait pas parler. Ah, Et une forme de chape. Enfin, oui. Quand il y a des aspects de silence, je pense qu'on sent intérieurement qu'il y a des choses dont on ne peut pas parler. C'est ça. Mais votre père, il avait aussi des frères et sœurs. Oui, c'est pareil. C'est pareil. Et tout le monde est resté dans le silence. Voilà. Et ma grand-mère que j'ai connue, elle est décédée en 1978, Oui. ne parlait pas non Ne plus. parlait pas non plus. Et pourtant, elle aussi, elle avait une histoire. Elle avait fatalement une histoire, parce Ben qu'elle oui. vient d'Ukraine. Elle venait d'Ukraine, c'est ça. Voilà, donc... Elle avait connu les pogroms. Elle avait connu les pogroms. Ben, bien sûr. Le fait de se réfugier à Munich à Ouais. 10 ans, en 1910. Mm. Donc il y a toute une histoire. Ses frères et sœurs aussi Ouais. qui sont partis. Alors certains après en Palestine, Oui. d'autres aux États-Unis, d'autres qui sont restés en Allemagne, d'autres au Luxembourg. Est-ce que, alors, tous ces frères et sœurs ont eu des enfants. Est-ce que d'aventure vous arrivez à vous rassembler quelquefois? Honnêtement, non. Honnêtement, non. Ben voilà. Honnêtement, non. Ouais. Moi, j'ai trouvé de la famille en Israël. Oui. D'ailleurs, à Beit Yitzhak, la maison des Isaac, il faut Vous quand rendez même le compte? faire. Faut le faire, oui, c'est sûr. J'ai trouvé un petit cousin du côté des Isaac aux États-Unis, à côté de Boston. Il est venu chez moi l'année dernière. Très bien. On a beaucoup discuté. Et lui aussi, il va sur les traces de la famille. Donc, c'était aussi important pour lui, tous ces éléments. Très bien. Alors, on revient, il faut attendre 2012. Et en 2012, alors, comment se fait-il que vous soyez à Berlin à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas à Berlin, j'y suis allé plusieurs années après. Oui. Par contre, c'est le début d'Internet. Ah, voilà. Et des recherches sur Internet. D'accord. Et je pense que c'était une démarche inconsciente de chercher mes origines. C'est ça. Et donc, j'ai tapé Isaac. Et vous tombez... Et à un moment donné, alors je ne sais plus ce que j'avais tapé, mais je tombe sur la photo du Stolperstein Dulda, mon arrière-grand-mère, donc la maman devant son domicile, c'est ça? Devant son dernier domicile connu, et quelques jours après, son certificat de décès au ghetto de Theresienstadt. Waouh! Et là, elle a été déportée en août 1942, oui. Elle est décédée, elle est morte 2 mois après. C'est ça. Et là, ça a été la prise de conscience. C'est ça. Et alors, on peut dire que la passion vous prend à ce moment-là, parce que, si j'ai bien compris, vous allez vous mettre en quête, alors dans les archives, à retrousser vos manches, voilà. pour compulser des centaines et des centaines d'archives, partout en Europe, au fond. Oui, tout à fait. Déjà, ça a commencé par de la généalogie, et de la généalogie, fatalement, les archives. Oui. Donc, il y a eu des archives polonaises. Oui. J'avais la chance d'avoir une amie... polonaise d'origine aussi, donc qui m'a aidé là-dessus. Oui. Les archives de Munich, oui. Des archives à Berlin, des archives de l'ONU, de la Croix-Rouge, puisque c'est comme ça que j'ai trouvé la trace de Joachim pendant la Première Guerre mondiale. Vous arriviez à avoir une entrée facilement à ce moment-là dans ces centres d'archives? Je n'ai jamais eu de problème. J'ai eu un problème, une non-réponse à un moment donné à une des archives polonaises. Oui. Mais autrement, j'avais eu les éléments sans aucun problème. Alors, on peut dire que, Joachim Isaac, on peut dire vraiment que c'est une vie romanesque, quoi. Incroyable. Il est né, je crois, en 1899, c'est ça, avant 1900.
il est né, c'est la ville de Nakel. Nakel, c'est en Prusse. Hein, c'est en Prusse à l'époque, et c'est en Pologne, c'est Naklo nad Notecza. Voilà, alors justement, alors là où c'est difficile à suivre, c'est que en fait, c'est l'Europe qui éclate à tout moment. Et un coup, on est en Prusse, un autre coup, on est en Pologne, on n'y comprend pas grand-chose, mais il s'avère qu'il va participer à la guerre de 14. Oui, tout à fait. En 1917, il a 17 ans. Oui. Il finit son lycée, le gymnasium, Oui. qui est raccourci pour fournir des soldats pour l'armée prussienne. Il est intégré dans des régiments d'artillerie, si je me souviens bien. Oui. Et un an plus tard, il va se trouver le 8 août 1918 devant Amiens, la fameuse grosse catastrophe de l'armée allemande et prussienne. Oui. Et il va être fait prisonnier par les Canadiens qui sont en face. Oui. Et il va être interné dans un camp de prisonniers de guerre en Angleterre. Mais justement, alors ça, on apprend quelque chose là. Comment se fait-il que ces soldats donc, vont se retrouver prisonniers de l'autre côté de la Manche, en Angleterre? Parce qu'il était devant, c'était la 4e armée anglaise. Oui. Et dedans, il y avait un corps canadien. Et c'est pour ça. Ah oui. La partie française n'était pas dans le champ d'avancée devant lequel il était. Je suppose qu'on l'emmène en bateau, il va se retrouver probablement, évidemment, en Angleterre. Il va y rester 1 an. Oui, jusqu'à la signature du traité de Versailles. C'est ça. Donc il revient, on est en 19 à ce moment-là. On est en 19, septembre 19. Il revient en Prusse-Pologne, mais comme le territoire prussien avait été redonné à la Pologne, puisque c'était quand même les territoires d'origine, eh bien, tous les Allemands prussiens allemands sont expulsés. Oui. Donc ses parents partent dans un autre lieu de la Prusse, et lui décide d'aller à Munich, certainement parce que c'est le 2e endroit de population juive en Allemagne. Oui. Et c'est là où, quelques années plus tard, en 1925, il va faire la connaissance d'une jolie Ukrainienne de l'Empire russe, foureuse, qui va devenir ma grand-mère, c'est ça, Anita. Alors, Fakurovitch, c'est ça? Faktorovitch. Bon, alors là, ce sont les années, on peut dire les années heureuses, hein, avant que vienne 1933. Exactement. 1933, mais évidemment, c'est... je dirais, Hitler au pouvoir. Oui. Et là, évidemment, ça change tout pour ces familles. Et il va avoir l'idée de partir à ce moment-là. Voilà, exactement. Avril, déjà 33, eh bien, là, il y a l'interdiction de commerce pour les Juifs. Donc la famille Faktorovitch avait des magasins de fourreurs. Joachim était commercial dans cet aspect. Arrive début mai les autodafés. Il y en a eu plusieurs et très, très violent à Munich, et en début du mai. Et le 20 mai, il va à la légation de France à Munich pour pouvoir venir se réfugier en France. Ils passent la frontière à Strasbourg le 30 mai, et ils arrivent le soir ou le lendemain à Lyon, où ils vont être certainement reçus par les organisations israélites, et ils vont s'établir à Villeurbanne. C'est ça. Mais alors, attendez, c'est quand même assez extraordinaire. Vous les suivez à la trace comme ça, mais toutes ces informations, vous les avez au fur et à mesure dans les archives? Oui, totalement. À la fois dans les archives départementales du Rhône, j'en ai trouvé. Oui. Dans les archives diplomatiques, là, c'est pour... Pardonnez-moi, la grand-mère, elle vous aidait quand même pour vous guider un peu, non? Non, puisqu'elle est décédée en 1978. Mais oui, bien sûr. Et que papa, lui, n'a jamais voulu parler. Ah oui. Alors, j'ai coutume de dire que j'avais devant moi un puzzle de 10 000 pièces, et j'avais 20 petites pièces en main, dont une lettre de papa qui m'a donné le lieu où ils ont été cachés pendant la guerre. Et c'est un peu, et quelques dates dans un. Alors, ils étaient cachés à quel endroit? Ils étaient cachés à partir de août 42, puisqu'ils ont échappé à la rafle du 26 août 42, ayant appris qu'ils étaient sur la liste comme de nombreux juifs, et certainement par le réseau d'amitié chrétienne. Il faut dire, à partir du 26 août, c'est la rafle de la zone sud. Hein. Voilà. Où en fait, plus de 10 000 personnes vont être arrêtées, et il arrive à passer entre les mailles du filet. Oui. Ah oui, c'est incroyable. Alors, la guerre est déclarée, hein, on le sait, dans 1940. Il faut quand même saluer, encore une fois, son courage.
parce que en fait, il va s'engager dans la Légion étrangère. Oui, et alors le lien, c'est que aussi avant, Oui, ils ont été quand même traités d'indésirables. oui, Donc c'était des réfugiés juifs allemands, oui, mais qui prenaient le travail des Français. c'est ça. Et il est enfermé dans un camp. Et il est enfermé, interné dans le camp de Chambaran dans l'Isère. C'est ça. Alors, ma question, vous y êtes porté à cette rencontre parce que, connaissant votre curiosité, ça m'étonnerait que vous ayez laissé des choses au hasard. Vous y êtes allé? Non, alors... Parce que, est-ce qu'il y a encore une trace de ce... Alors, a priori, il n'y a plus de traces. Plus de traces. J'avais été en contact avec une historienne qui avait traité ces éléments. Oui. Il n'y a plus d'archives du tout sur Chambaran. Ah, Quand... Même dans le département, il n'y a rien du tout. Pourtant, voilà. Ça a été un camp avec des gens qui ont été enfermés dedans. Quoi. Tout à fait. Mais bon, de ce que j'avais vu à l'époque, et après, je n'y suis pas retourné. Par contre, la Légion étrangère, j'ai écrit, que ce soit par le SHD ou directement on vous a bien au bureau de liaison de la Légion. Voilà. Donc, j'ai les avec, états de service. Avec ces états de service. Avec les états de service. Oui, bien sûr. Donc, aucun élément, aucun problème là-dessus. Et après, ce que j'ai trouvé, c'est l'amicale qui s'appelle le comité de TEL, THEL, du maquis où était mon grand-père et mon papa. Puisque mon papa était aussi dans la résistance dès début 1943. Exactement. Et papa, donc Gérard, mon papa, avait 15 ans. C'est ça. Oui, parce qu'il faut dire, alors, une fois la Légion, pour qu'on comprenne bien, il est démobilisé. Oui. Et là, à ce moment-là, il va passer directement dans la clandestinité, si j'ai bien compris. Pratiquement. Alors, il revient à Villeurbanne. Je sais qu'il était dans un réseau israélite. Oui. Lequel, difficile à dire. Voilà, honnêtement, je ne sais pas. Vu qu'ils sont allés dans... lorsqu'ils ont appris qu'ils étaient sur la liste, comme d'autres juifs d'ailleurs, grâce à l'abbé Klarsberg d'Amitié chrétienne, enfin en tout cas c'est mon hypothèse la plus vraisemblable, et je vais le dire tout de suite après pourquoi, eh bien là, à ce moment-là, c'est là où ils sont rentrés et ils ont pris un faux nom de Ezac, mais E-Z-A-C, et de Joachim, il est devenu Richard. Et c'est là où il va rentrer dans la résistance avec son fils aîné, mon papa. Et pourquoi l'abbé Klarsberg? Eh bien, j'ai dit tout à l'heure que ma grand-mère venait des bords du Dniepr à Kremenchuk. L'abbé Klarsberg est d'origine juive et il vient d'Ukraine et de 300 km à côté de Kremenchuk. Donc il y a une connexion. Donc, à 2500 km. Il y a une connexion, oui, c'est ça. Et quand on cherche des gens qui parlent le yiddish et tout ça. L'abbé Glasberg, qui a fait beaucoup aussi, vous savez, pour Vénitieux, en sauvant les enfants. Hein. C'est une belle histoire. Ah oui, tout à fait. Voilà. Alors, donc, clandestinité, résistance, et puis, évidemment, on ne peut pas revenir sur le moindre détail, mais ce qui va être frappant, c'est qu'une fois la guerre terminée, et il termine... Alors attention, comme il possède bien la langue allemande, il va devenir aussi interprète dans différents camps, du reste, pour faire la médiation entre les autorités du camp et puis peut-être les prisonniers, parce qu'en fait, à ce moment-là, c'est utile pour que les uns et les autres puissent se parler, se comprendre. Mais surtout, ce qui est frappant, c'est qu'il est bien noté, semble-t-il, et qu'on va lui confier donc une mission d'inspecteur de la sécurité qui va le conduire, donc, si j'ai bien compris, dans un territoire occupé par la France, à la frontière suisse aussi, où, en fait, il va tout simplement se mettre, comme vous faites en recherchant les traces du grand-père, et lui, petit à petit, va se mettre sur les traces des criminels nazis, ainsi que des collabos. Oui. Alors, revenons un petit peu sur cet épisode. Alors, le point que j'ai identifié qui fait qu'il est allé là-bas, c'est que fin avril, début mai, je crois que c'est le 2 mai qu'ils sont rentrés, il y a un bataillon du Charolais, ce sont des bataillons qui ont été formés à partir des réseaux de résistance de Saône-et-Loire, dont le maquis de Chauffaille. Donc lui, il était dans le 4e, mais il y a le 2e bataillon qui rentre à Säckingen le 2 mai. Et il arrive courant mai là-bas. Et donc, il y a le lien.
Papa, qu'est-ce qu'il devient pendant ce temps-là? Alors, lui, donc il s'est engagé dans la Ben oui, première DFL, Division oui, des Français libres. formidable. C'est le 24e ou le 25e bataillon de marche. Il fait la libération des Vosges, la libération d'Alsace, la libération de Belfort. Son bataillon doit aller en Italie et lui, je pense qu'il a demandé sa mutation pour pouvoir rentrer en Allemagne. Et il est affecté à la compagnon de transmission C'est ça. et au QG du maréchal de Lattre, enfin de celui qui va devenir le maréchal de Lattre. Et il va jusqu'à Lindau, au bord du lac de Constance. Magnifique, hein? Oui, c'est chouette aussi. Et Enfin, magnifique. chouette. Et d'après ce que j'entends, d'après ce que vous me dites, l'homme est d'une discrétion absolue, quoi. La modestie même, quoi. Ah, il a jamais, Il n'a jamais rien. Il s'est rien jamais dit. mis en avant Non, là-dessus. Incroyable. c'est vraiment quelque chose alors, qui certainement était dans sa tête, Oui. dans sa mémoire, mais auquel il ne voulait plus penser, Ouais. même s'il devait y penser. Pardonnez-moi de faire une petite digression pour venir à vous. Est-ce que c'est ça qui vous a conduit, je dirais, à une carrière dans l'armée, quelque part? Alors, non, Non. mais Mais. parce que Ouais. je me suis fait mienne la phrase de Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Oh, oui, c'est une belle phrase, oui, effectivement. Et que j'utilise même d'ailleurs pour Ouais. quand je dédicace ma Ouais. BD, parce qu'on peut parler des rencontres aussi. Oui. Et donc, je suis quand même passé par pas mal d'endroits Oui. où ma famille a vécu. Le maquis de Chauffaille, Saône-et-Loire. Oui. J'ai beaucoup travaillé à Roanne, qui est Bien à sûr. 20-30 km. Grande communauté, Arwan. Voilà. Bien sûr. J'ai été militaire appelé au bord du lac de Constance, En sans le effet. savoir. Oui. Donc il y a plein d'éléments. Après, on y croit pas. Mhm. N'empêche qu'il y a des liens de hasard Oui. assez troublants. Alors, je dois dire, parce qu'on en a peu parlé, mais c'est en filigrane, votre BD, elle est vraiment bien faite, quoi. C'est d'abord, les dessins sont soignés, vraiment soignés. Les textes qui les accompagnent sont vraiment bien argumentés, c'est clair. Et en même temps, j'aime beaucoup les couleurs tranchées, claires et obscures. Et voulez-vous que je vous dise, et c'est pour ça que je le recommande à nos amis qui nous écoutent, ça forme ce que j'appellerais une esthétique d'ensemble. C'est esthétique. Et en même temps, je dirais, on suit pas à pas le destin de Joachim, devenu Richard. Alors, le clou de la BD, c'est évidemment, alors, ce qui mérite un film, hein, on en a parlé hors antenne, ça mérite vraiment un film parce que c'est l'objet d'un beau scénario, quoi. C'est que, en fait, il va se porter sur les traces de Otto Abetz, qui était une personnalité très importante sous l'occupation, puisque ambassadeur d'Hitler, ambassadeur du Reich en France, qui était aussi responsable, je dirais, de la censure. Hein. Oui. Il y avait aucune publication qui ne passait pas à la moulinette de sa décision. C'est un personnage central, et Joachim va avoir l'honneur de se porter sur ses traces et de l'arrêter. Oui. Ça, c'est... Quand vous avez découvert ça comme ça, quel sentiment vous avez eu à ce moment-là, quoi? Alors, à la fois c'est un mélange. Oui. C'est à la fois de la surprise, Oui. c'est à la fois une prise de conscience quand je suis rentré des archives de justice militaire où j'ai passé 3 jours dans le 3 dossier jours. Abetz. Oui. Vous seriez bien resté toute la nuit, hein? Oui, aussi, parce qu'il y avait des choses très intéressantes en dehors de ça. Oui. Mais je me concentrais sur la période d'instruction et j'ai tous les procès-verbaux d'interrogatoire des 12 protagonistes qu'il a arrêtés, de lui-même, de ses chefs. Et j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose derrière et qu'en même temps, il n'avait pas été, récompensé sous une forme ou sous une autre et qu'il y avait un aspect, finalement, de lui rendre la justice pour lequel lui-même s'est battu en tant que justicier. On va en parler, Didier, mais avant ça, c'est-à-dire, il arrive à arrêter Otto Abetz, mais pas que, parce qu'il y a aussi un fameux trésor qu'on appelle le trésor nazi de Verworf. Ce sont, je crois, des nazis qui sont réfugiés en Forêt-Noire, c'est ça, qui disposent de ce trésor. Et par quel
hasard, si je puis dire, il est arrivé à mettre la main aussi sur ce trésor? Déjà, c'est ses traits de caractère, ténacité, Ténacité, oui. euh, euh, de ne pas trop s'embêter avec les règles de l'administration et de sa Oui, hiérarchie, donc s'opposer aussi à sa oui, hiérarchie, parce que pour lui, c'était vraiment oui, important. oui. J'ai retrouvé des écrits dans lesquels il marquait que pour lui, c'était une forme de mission, quoi, Mm, d'aller jusqu'au bout. Euh, oui, et donc, c'est de la ténacité, et puis c'est tirer les fils les uns après les oui, autres contre, des fois, sa hiérarchie, sa comme je l'ai dit. hiérarchie. Il avait, alors vous le dites très bien, parce qu'il faut dire que dans la suite, dans le prolongement de cette BD, c'est-à-dire le cœur de l'ouvrage, il y a aussi toute une documentation historique, très pointue. Mhm. Vous expliquez bien les choses, il faut rendre hommage à cette publication. En fait, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que il va mettre la main sur ce trésor, mais en même temps, si vous voulez, c'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux parce que sa mission, c'est vraiment de dénazifier. Mhm. Dénazifier, y compris, alors c'est là où on a besoin peut-être d'explications, y compris du côté français. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, de ce que j'ai Oui, trouvé oui, c'est ça dans qui nous les intéresse, éléments, oui. il y avait des troupes françaises C'est qui ça. étaient là. Et bon, on va dire que certaines troupes françaises avaient des accommodements avec de l'éthique. Donc, il devait y avoir du vol, il y avait C'est du ça. marché noir. Voilà, c'est plutôt dans cette Et c'est plutôt direction-là. D'accord, dans cette d'accord, direction. d'accord. Et je pense que c'est là où on voit son Oui, sens de la justice, des choses comme c'est ça. ça. Il ne devait pas les aimer. Oui, Et il a poursuivi et fait poursuivre oui. des militaires françaises qui ne doivent pas avoir tellement plu à la hiérarchie non plus. Ce qui peut expliquer après, Plein de choses, alors, je vais le dire avec des pincettes, une sorte de vengeance, quoi, entre guillemets. Voilà. peut-être. Mais à un moment, alors là, j'avoue qu'on a besoin d'éclaircissement parce que pour être vraiment complet et juste dans cette émission, qu'est-ce qu'on lui a reproché à une certaine époque qui lui a valu d'avoir une sorte de dossier? J'avoue que j'ai pas très très bien compris. Est-ce que vous pouvez vous expliquer là-dessus? Alors, ça a commencé à partir des éléments où il est allé Oui, euh, donner l'argent avec des ordres de mission en bonne oui. et due forme au juge d'instruction à Paris, au deuxième tribunal militaire de Paris. L'argent qu'il découvre du trésor. Oui, D'accord. alors qu'il en a Très bien. découvert dans une douzaine d'endroits, Très bien, très bien. 66 millions de francs. Ce qui était Moi, j'ai considérable, hein. fait un calcul, c'est 400 années de Ah oui. salaire moyen d'un ouvrier Ah oui, non, professionnel. c'est énorme, énorme. Voilà. Et donc, le dernier sac Oui, d'argent ou d'or, il le récupère chez Susanna Betts, oui. donc le 1er avril La femme, 1946. hein, La Suzanne. femme, Voilà. voilà, ancienne secrétaire de Jean Lucher. Éminent collabo. Voilà. Oui, Et donc, eh oui. bien, en ordre de mission, il l'amène au juge d'instruction, qui est un nouveau juge d'instruction, le commandant Roux, donc qui vient de récupérer le dossier. Donc, on peut supposer qu'ils ont beaucoup parlé et qu'il a utilisé tous ces éléments, et que Richard, puisque c'est le nom sous lequel il est connu à ce moment-là, a parlé des tableaux dont il sait qu'ils sont cachés dans un château à côté de Sigmaringen et d'une caisse de documents dont il sait qu'Abetz l'a caché en forêt noire et dont il sait à peu près l'endroit, puisqu'en décembre, en novembre ou décembre, il y était, mais qu'il y avait trop de neige et que Schmitt, qui est un des gars, une des personnes qui l'avait arrêté, ne savait pas où c'était. Mais il sent qu'il était dans l'endroit. Et il a dû convaincre le juge d'instruction qui va emmener Abetz avec 5 gendarmes et Richard en forêt noire. Et fatalement, le juge d'instruction n'a pas pu le faire seul de sa propre autorité. C'est fatalement quelque chose qui a été fait en liaison avec sa direction et vraisemblablement avec le commissaire du gouvernement auprès de la direction de la justice militaire. Donc ils y vont là-bas, mais l'ordre est donné que ce soit sous le sceau du secret le plus absolu. À la fois certainement pour prévenir Mhm. d'actes de résistance nazie, peut-être aussi, c'est une supposition de la part de la direction de la justice, en disant s'il n'y a rien, comme personne ne le saura, c'est pas grave.
Ça, c'est mon avis. Ouais, c'est ça. Et donc, et là, donc, quand il trouve les éléments, à un moment donné, Richard va faire un rapport Oui, à ses chefs qui vont monter jusqu'au général Schwartz, qui commande la zone française d'occupation. Et il va entrer en colère, ce général, de ce qu'on voit oui, même dans la manière dont il écrit, comment lui, général commandant la ZFO, n'était pas au courant de ça. Comment n'a-t-il pas été au courant, en plus, par quelqu'un qui lui est c'est ça. rattaché, Ah, et il le traite d'incompétent, de hmm, deuxième ordre, etc. oui, c'est ça. Et ça va rester dans les dossiers C'est ça, c'est ça. qui vont être C'est instruits ça. pour la Il est récompense. victime d'un ego, quoi. Je veux dire, Totalement. c'est une injustice flagrante. Alors que, mais il faut dire aussi que Joachim, Richard, c'est aussi un esprit libre d'une certaine manière. Oui, Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui ne s'en laisse pas compter. oui, Et on suppose, et on le voit très très bien à travers l'écriture de la BD, enfin de l'histoire, c'est que en fait, il a une éthique. Il va jusqu'au bout de oui, rechercher la vérité. oui, oui, totalement. C'est ça C'est qu'on découvre, humainement parlant, c'est ça qu'on c'est découvre. ce que j'ai découvert. J'ai Mais bien découvert mon sûr, grand-père comme ça. mais bien sûr, mais en même temps, là où c'est réussi, c'est que c'est perméable au lecteur. Oui, Je vous le dis du fond du cœur. Et, et je poursuis en disant que ce qui est vraiment horrible dans cette histoire, mais on tombe sur la tête, c'est que il faut attendre 1950 pour qu'il ait la naturalisation française. oui, 4 ans On et lui demi fait après plein de sa demande. misère, on refuse des dossiers, alors que c'est vraiment quelqu'un qui s'est battu, quoi. Mhm, Et puis, je dirais, mais rien, quoi. Aucune récompense. La moindre médaille, elle lui passe sous le nez. mhm, tout à fait. Mais c'est quelque chose En qui est réutilisant, inadmissible, ça. en réutilisant des éléments d'avant-guerre de 36-39, Oui, où il a été mis oui, auprès de tribunal dans le cadre d'actions de lutte contre la déloyauté oui, de ceux qui venaient prendre le travail des Français. oui, Et donc j'ai une amie historienne, Laurence Propin, qui a fait oui, un travail de recherche là-dessus oui, et qui a mis en exergue le fait que oui, les gens qui ont fait ça, oui, c'était vraiment des actes liés à de la concurrence contre les étrangers, puisque l'année d'après, eux-mêmes ont été condamnés pour malfaçon, fraude, etc. Et que un autre, en 41 ou 42, était administrateur de biens juifs sous Vichy. Donc on a à la fois cet aspect dans un cadre économique et dans un cadre d'antisémitisme qu'il y avait avant-guerre, mais qui est réutilisé après-guerre dans son dossier avec des erreurs, des omissions volontaires et des mensonges bien sûr. que j'ai Ouais, trouvés et que j'ai analysés dans les oui, dossiers. oui, oui. Est-ce que, alors c'est une question comme ça qui me vient, à la suite à la fois de la publication, avant cette BD, hein, et puis également, il faut quand même saluer le fait que vous avez organisé un colloque au Sénat, ce qui était quand même très très important. Donc il y a tout un dossier. Est-ce qu'on peut imaginer que, allez, je dis ça comme ça, c'est peut-être un rêve, mais qu'une commission d'historiens puisse procéder à une réparation posthume? Est-ce que je délire quand je dis ça? C'est parce que, pardonnez-moi, mais c'est une question de principe, quoi. C'est une question de principe. C'est-à-dire, vous avez fait votre travail. Mhm. Mais en même temps, si vous voulez, pardonnez-moi, mais il mérite, je le dis haut et clair, la reconnaissance de la nation, cet homme-là. Alors, ce que vous dites en termes Mais je de le dis comme je le pense. récompense, quelque part, Oui, en tant que petit-fils, oui, je trouve que ça serait bien. Et oui, par rapport à l'homme, oui, bien indépendamment sûr, du bien sûr. lien Oui, paternel, bon, maintenant, je n'ai pas les maîtrises oui, là-dessus. non, mais c'est pas délirant ce que je dis. Ça C'est-à-dire ne me que, paraît pas mais délirant. non, c'est pas délirant parce qu'en réalité, il y a quand même pourquoi pas une possibilité de réparation par rapport à l'histoire. Oui, Parce que voilà, moi, si vous voulez, j'avoue que bon, j'ai quand même travaillé sur le thème de l'histoire, mais là, à travers votre enquête, vous nous apprenez vraiment des choses, quoi. C'est une piste très, très originale.
Et en même temps, si vous voulez, il y a un mauvais procès qui est fait, avec de mauvaises intentions, qui fait que cet homme-là, en réalité, et c'est même très triste, parce que si j'ai bien compris, à la fin, à mon avis, si vous voulez, alors c'est un coup d'œil clinique que je pose comme ça, mais il a dû faire une grave dépression, parce qu'il va s'isoler, il va repartir tout seul. Oui. C'est pas rien, ça. C'est-à-dire qu'en fait, il est meurtri, cet homme-là, Je pense il est écœuré, il en peut plus, et il va finir sa vie comme ça dans la solitude, quoi. Oui, oui, C'est ça qui m'a touché, quoi. tout à fait. Et vous avez totalement Ouais. raison. Et ça vient, un des éléments, c'est quand il y a eu son premier élément vis-à-vis par la Cour, le Conseil d'État. Oui, oui. Alors, moi, je suis allé jusqu'au l'appel, parce qu'il y a eu un appel qui a été rendu Ah, vous êtes un- allé jusque-là. Vous avez pu aller consulter les archives là-bas ou quoi? Oui, alors, Ça, c'est extraordinaire. il y a une partie qui est secrète, qu'on n'a pas le droit de D'accord. délibérer, mais il y a Oui, les éléments de rendu, et puis ce qu'on dit la défense et entre guillemets l'accusation. Et, et pour revenir juste sur 52, puisque c'est là que c'est rendu et qu'après il va partir, il va tout plaquer pour aller à Munich, eh bien dedans, on l'accuse d'avoir piqué une partie de l'argent du trésor du Vervol qu'il avait trouvé. Et sur la base d'une accusation qui fait à peine 3/4 de page, pris par les renseignements généraux, d'une personne allemande qui était Noah, la maîtresse d'Abetz, ah, c'est ancienne collaboratrice incroyable, de la Gestapo, incroyable. Ouais. et ceci derrière, sans l'interroger lui, puisque j'ai trouvé aucune trace, sans être allé voir le juge d'instruction de l'époque, qui quand même en 1947 a écrit au ministre de la Défense que Joachim était un des meilleurs inspecteurs de la sûreté du Pays de Bade qu'ils avaient, donc quand même, et que c'est bien à lui que revient l'arrestation d'Abetz et la découverte des trésors. Mmh. Et ça, donc derrière, ça devient de la calomnie, mais Oui, comme la délibération du Conseil d'État est publique, il y avait des copains, des amis ou des anciens amis oui, de la résistance qui étaient là. Et oui. quand cela va être dit, ben, ils vont colporter ces éléments. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'il n'a pas supporté Oui, de la part d'un pays dans lequel oui, il voulait vivre, et sa famille, c'est ce qu'il a fait, oui. à mon sens, quitter pour retourner à Munich. Alors, je parlais tout à l'heure de ce qui prolonge la BD elle-même. C'est un dossier historique qui est extrêmement bien fait. Je voudrais quand même aussi rappeler que l'ouvrage est chaperonné, on peut dire, par Laurent Douzou, hein, qui est quand même un historien éminent. Je voulais retrouver la photo où, en fait, on voit le jour de l'arrestation d'Otto Abetz. Ça figure dans cet ouvrage. Je ne retrouve pas exactement la page, mais vous allez peut-être la retrouver, vous. En tous les cas, on le voit à un moment, je dirais, avec Pétain, avec Laval. On est en 1940. On voit Otto Abetz. Donc, c'est l'ascension d'un nazi. Hein, alors, ah, voilà, c'est celle-là. Ouais. Vous pouvez la commenter, peut-être? Oui, bien sûr. Hein, parce que là, en fait, l'intérêt, c'est qu'on a de la matière historique réelle, quoi, en même temps. Eh bien, donc, il apprend que Abetz est caché dans un sanatorium. Oui. Il apprend aussi qu'il vient d'avoir un laissez-passer pour la zone US, donc pour la zone américaine. Il se précipite là-bas avec des problèmes administratifs, donc il fallait que ce soit un autre gouverneur qui valide, etc. Oui. Ils vont voir Abetz, qui s'appelle Lohmann. Oui. Il faut savoir quand même que c'est la 3e fois, c'est Joachim qui va l'arrêter pour la 3e fois, puisque son chef l'a arrêté par 2 fois et l'a relâché par 2 fois. Oui, ce qui est quand même scandaleux, voilà. pour le moins. Ouais. Donc, et il va le faire venir à Säckingen dans son bureau, sous le prétexte d'un trafic de marché noir. Et là, il va l'interroger le soir, tard, et puis à un moment donné, comme rien n'avance, qu'il ne veut pas reconnaître qu'il est Abetz, Joachim a l'idée de le faire se déshabiller
de faire fouiller tous ces vêtements par un planton, y compris d'ailleurs en ayant peur peut-être de poison. Et donc, il va Ouais, découvrir dans la veste d'Abetz une étiquette qui est marquée Carrette, 137 boulevard Haussmann, pour Monsieur Abetz. c'est ça. Formidable. Et là, Alors, Abetz s'avoue, et ouais, le lendemain, l'AFP sort c'est que ça, 2 c'est ça. Français ont C'est arrêté ça. Abetz. Alors, ce qui est extraordinaire, voulez-vous que je vous dise, c'est que s'il n'y avait pas eu Joachim, on aurait pu penser qu'il aurait pu passer aussi entre les mailles du filet, hein, parce que d'abord, Exactement. il avait l'argent, il avait des soutiens autour de lui, hein, ça a été un personnage important. Il aurait pu filer, on n'aurait jamais retrouvé. Hein. Comme son numéro 2 Arenbach, Ben exactement. puisque le numéro 2 Arenbach Oui, n'a jamais été inquiété. ouais, c'est ça. Et qu'on va le retrouver dans l'histoire d'Abetz post de son arrestation, Oui, puisque Abetz va bénéficier de 3 remises de peine en France oui, et va être gracié. Et oui, tout cet élément, on retrouve Arenbach et Suzanne Abetz, oui, à la fois intervenant vis-à-vis des autorités françaises, des autorités allemandes et des autorités françaises, oui, y compris les certainement hauts fonctionnaires qu'il avait connus entre oui, 40 et 44, il ne bien faut pas se sûr. leurrer. Vous parlez de la femme. Est-ce qu'il y a eu d'autres complices autour de lui qui ont eu des ennuis avec la justice ou pas? Alors, il avait arrêté 12 personnes 12 personnes, qui oui. étaient tous ou attachés à Ouais. l'ambassade Des, ou petits, des petits poissons, peut-être. peut-être un peu plus. Oui, Oui, après, sur les ouais, autres, ouais, ouais, personnellement, je n'ai pas recherché ouais, à ouais. côté. Mais ce qui est incroyable, c'est que, imaginons qu'en fait, il soit passé entre les mailles du filet. Il aurait pu prendre ce qu'on appelle le chemin d'Odessa, vous savez, Ouais. pour l'Amérique du Sud, Argentine et autres, Ouais. comme les grands criminels nazis, hein, que ce soit Walter Rauff, Mengele Ouais. et d'autres. Évidemment, Eichmann, Eichmann. eh ben, évidemment, Oui, le alors, plus. euh. Di- Alors, Didier, moi, j'ai été vraiment passionné hein, par votre enquête. Comment ça se passe maintenant au sein de la famille? Vous avez des enfants j'ai 2 filles et et une deux petite filles. fille. Alors, elles ont pris connaissance de votre énorme travail Oui. et puis de ce que vous avez pondu là. Comment ça se passe? Expliquez-nous. Est-ce qu'elles ont la même surprise, le même étonnement, j'ai presque envie de dire, la même admiration posthume pour cet arrière-arrière-grand-père? Oui, alors, j'ai ma fille aînée qui Oui, était au colloque du Sénat d'accord. et Ça devait être très émouvant quand même pour vous. bah, Ouais. honnêtement, je ne pouvais pas la regarder pour Ben parler. oui, Et je pense que quand elle me regardait, je voyais ouais, ses yeux, je pense qu'il y avait, ouais, les larmes ouais, n'étaient pas loin. ouais, Et, euh, et je pense que en plus, elle a écouté Laurent Douzou oui, qui présidait la journée oui, et oui, qui a conclu la journée, oui, en parler. Et le oui, lendemain, elle m'a écrit un ensemble de mots très oui, importants, en parlant d'ailleurs, oui, en qualifiant Laurent Douzou de oui, grand monsieur historien. oui, Et voilà, avec les beaux mots qu'il avait ce dit. qui est, ce qui est parfaitement justifié. Hein. Voilà. Euh, Et ma petite fille aussi, oui, je pensais très fière de ça. En plus, elle a eu l'occasion d'assister à une oui, conférence que j'ai donnée à la section de Toulouse de l'IHEDN, à la préfecture de oui, Toulouse. Voilà, et donc oui, je pense que c'est quelque chose aussi d'important qui leur oui. resteront. Alors, il faut saluer aussi le dessinateur. Hein, on va quand même saluer toute l'équipe. Hein. Vous avez le scénario, c'est vous, bien sûr. Dessin et couleurs, Maxime Germain. Oui. Maquette et planche historique, Athéna Jouini. Comment vous avez fait pour réunir une équipe comme celle-là? Alors, c'est encore une histoire de hasard et de Oui, c'est rencontre. ça. Voilà, grâce à l'historienne que je connais, qui un jour m'a dit la BD, tu voudrais la faire rapidement ou pas? Je Oui, connais quelqu'un. Je lui ai dit bah, tant qu'à faire, on y bah va. oui, oui, Donc, elle m'a introduit vers un monsieur qui s'appelle Pierre-Laurent Dorès, qu'elle connaît depuis longtemps, très bien. qui a fait les approches et qui fait Oui, que les presses de la Cité ont accepté. oui, Voilà, il y a eu une équipe. Bon, le scénario
a changé. J'ai repris le scénario. Vraiment, c'est soigné. Hein. C'est soigné. Hein, et le dessinateur est arrivé, parce que le premier dessinateur est malheureusement décédé d'un cancer du pancréas. Et Maxime Germain est arrivé, jeune dessinateur. C'est sa première BD en entier. Il a travaillé sur des parties de BD, etc. Et donc, après, on a travaillé comme ça, à partir du scénario que j'ai fait et validé avec la maison d'édition, qui, bien sûr, était présente à tous les, à tous les niveaux. Et le dessinateur, au fur et à mesure, il a suivi le scénario et il y a apporté sa patte. Puisque donner un peu d'artistique fait que, par exemple, la planche de résistance qui est sur, qu'on voit à l'horizontale, fait qu'on a modifié un petit peu le scénario en lui laissant cette capacité artistique qu'on retrouve à d'autres endroits dans la BD. En tous les cas, vraiment, Razak, comme on dit, hein, c'est vraiment bien réussi. Et avec cette particularité, c'est que la BD est rythmée aussi par des temps d'histoire sur la persécution des Juifs en France, etc. C'est extrêmement bien fait. Si vous permettez, on va donner la parole à Laurent Douzou. Avec plaisir. C'est-à-dire que, en fait, je vais lire les dernières phrases de cette belle préface. Il dit « Des décennies après sa disparition, voici ce héros ordinaire, promu acteur principal d'un genre littéraire qui permet d'incarner les individus tout en laissant la part belle à l'imagination. C'est un mode de narration et d'illustration particulièrement à même de rendre compte d'une vie à la fois heurtée et dense. Cette publication est le point d'orgue de toutes les voies empruntées par son petit-fils pour comprendre et rendre intelligible un homme aussi déterminé que discret. Et à sa façon, cette bande dessinée répond efficacement et heureusement à une préoccupation formulée par Vladimir Yankelevitch et à laquelle aucun lecteur ne peut être indifférent. Et évidemment, c'est pris dans l'imprescriptible. Hein, c'est un très, très beau livre qu'on connaît de Yankelevitch. Écoutez bien, si nous cessions d'y penser, nous achèverions de les exterminer et ils seraient anéantis définitivement. Les morts dépendent entièrement de notre fidélité. Alors, c'est vraiment... C'est beau de votre part, c'est magnifique de votre part, parce qu'en fait, vous vous inscrivez particulièrement dans l'injonction de Vladimir Yankelevitch. Je pense, après avoir mené à bien, je dis bien ces publications, allez, vous avez dû vous sentir un peu mieux quand même, avec votre conscience d'une certaine manière, parce que je sens chez vous quelqu'un de, comment vous dire, il y a de la rectitude, quoi. Fatalement, quand on a été militaire, officier, et qu'on a travaillé dans la finance comme directeur financier, fatalement, les procédures, c'est clair. Oui, j'avais commencé après le livre. Ça continue là, sous une autre forme. Et des médecins, dans des conférences, des médecins sont venus me voir après en me disant... Bon, alors, est-ce que vous ne vous sentez pas mieux après ? Voilà, c'est la question. Parce qu'il y a un aspect de... Bien sûr, d'exorcisme. Bien sûr, oui, tout à fait. Et c'est ce que j'ai dit. Oui. Si vous voulez, c'est comme si des éléments que je ne connaissais pas, mais que je ressentais, sans le savoir, étaient maintenant résolus. C'est ça. En tous les cas, vous êtes dans la filiation et, vous voyez... Comme c'est curieux, l'histoire, elle rebondit toujours. L'histoire, elle rebondit toujours grâce, je dirais, aux descendants, grâce à tous ceux qui, en fait, peuvent porter la parole de ceux qui ne sont plus. Et là, vous redonnez la parole à Joachim. Et j'ai eu beaucoup de plaisir, non seulement à vous recevoir, mais à découvrir ce beau document que je recommande. J'ai arrêté Otto Abetz, donc l'ambassadeur de Hitler en France. Je pense qu'on peut le trouver dans toutes les librairies. Partout. En plus de ça, votre honneur, c'est d'être publié également par le ministère des Armées. Exactement. Ça, c'est magnifique, ça. Et je serai au Salon du Livre de Paris sur le stand du ministère des Armées. Bravo. Merci Didier Ezac. Chers amis, à mercredi prochain.